Vendredi 28 juin 2024, bienvenue à cet épisode du grand débat de Financial Afrique et toujours avec Rivo Ratman-Dressi qui est le président de la rencontre des entrepreneurs ici à Dakar, mais aussi comme invité de marque, Monsieur Ali Ben Ahmed qui est le président du jury de Financial Afrique, 40 ans de banque au compteur. Ali Ben Ahmed, bonjour depuis Casablanca. Bonjour Adama, ravi de participer à cette émission. Alors, ce débat concerne l'actualité brûlante. On parle aujourd'hui de la hausse des prix, de la hausse des denrées de base, avec comme question principale, est-ce que l'État peut-il décréter la baisse des prix? Mesdames et messieurs, bonjour. Donc tout de suite le verbatim. Dans sa ferme volonté de soulager les populations sénégalaises, le gouvernement s'est résolument engagé avec toutes les parties prenantes dans une dynamique de réduction des prix des produits et services de grande consommation, notamment le riz, le sucre, l'huile de palme, la farine de blé, le pain, le ciment, les engrais et les télécommunications. 5 people were killed on Tuesday after Kenyan police fired on demonstrators as they stormed the National Assembly building. The crowd was protesting against controversial new tax measures being pushed by President William Ruto and with many already passed by lawmakers. So for more on this, Bloomberg's Ondiro Ganga joins me from Kigali. Ondiro, just walk us through the events that led to this moment. How did we get here? Voilà. Nous venons de voir donc deux séquences des conséquences de cette hausse des prix. D'abord au Sénégal, où le gouvernement vient de décréter une baisse des prix sur des denrées de base, comme la farine, le pain, etc. Et aussi au Kenya, où le gouvernement, justement, pour faire face à ses obligations, notamment le remboursement d'un eurobond, a décidé d'augmenter la fiscalité sur certains produits et surtout certains services numériques. Et puis ça a créé une vive protestation de la part de la génération Z et finalement, apprend-on, la loi a été retirée. Donc ce sont là deux conséquences d'un même problème, c'est la hausse des prix, la détérioration des conditions des échanges. Et Ali Ben Ahmed, moi je vous pose la question en tant que banquier, est-ce que l'État peut-il décréter la baisse des prix? Bonjour tout le monde d'abord, donc ravi de participer à votre émission. Pour répondre directement un peu brutalement à la question dans la première question de Adama Wadé, si le pouvoir public pouvait arrêter l'inflation et décréter la baisse, on l'aurait su il y a très très longtemps. Et ça serait beaucoup plus facile peut-être pour les gens qui subissent cette inflation-là. Mais le système économique mondial, il est régi par des mécanismes qui eux-mêmes règlent un peu soit l'accélération de la hausse, soit la stagnation. Très rarement la baisse. Donc on est devant un phénomène qui est plus subi que dirigé ou bien orchestré par les autorités publiques. Donc il serait un peu risqué et un peu fallacieux, je dirais intellectuellement, de dire que les pouvoirs publics, ils ont qu'à faire ça, ils ont qu'à actionner la baisse sur les prix des denrées essentielles, des denrées de base, et notamment sur notre continent, où la quasi-totalité, c'est un mot trop fort, mais énormément de nos biens qui sont importés sont couverts justement par tout ce qu'on appelle les soft commodities, tout ce qui est bien de première nécessité. C'est les premiers qui sont touchés, vous l'aurez remarqué, par l'inflation. L'inflation, elle est de deux sortes d'impact. Elle est locale, on achète, on vend dans le commerce international, on le subit. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de l'inflation qui est en place actuellement, qui fait ses dégâts, à la fois sociaux, économiques. La partie la plus importante est une inflation qui est importée pour le continent africain. Pourquoi? Parce que tout simplement,
que tous les biens qui sont touchés par cette forte inflation qu'on subit depuis, je dirais depuis le Covid, depuis la crise du Covid, il y a beaucoup de nouveaux événements qui ne se maîtrisent plus au niveau national, mais qui sont subis tout simplement directement et qui sont importés dans ces pays-là parce que cette inflation est importée par le biais des biens que vous achetez. L'huile d'il y a 1 an et demi ou 2 ans, le prix de l'huile n'est pas le même, le prix du riz n'est pas le même, le prix du sucre n'est pas le même. Et bien entendu, l'importateur africain, qui est un continent où la majorité de ces biens-là sont importés et non produits malheureusement, mais j'espère que les choses évolueront petit à petit. Donc c'est une inflation qui a plusieurs manettes, si vous voulez. Il y a des manettes qu'on peut maîtriser, mais artificiellement pour ce qui me concerne, parce que très souvent, c'est la manette du commerce international qui impose un rythme d'évolution et une progression de cette inflation-là. J'en parlais il y a quelques jours avec Adama. Il y a des autorités publiques qui prennent le taureau par les cornes et qui décident, par exemple, les banques centrales, qui sont quand même à la manœuvre, il ne faut pas l'oublier, notamment en ce qui concerne le prix de la monnaie, de leur monnaie, le prix du financement, parce qu'il intervient dans la composition du prix, donc également dans l'évolution de son inflation. Et en augmentant le prix de l'argent, du prêt, des financements, etc., il participe à l'augmentation et à l'inflation. Alors les très courageux pays d'entre eux, et moi c'est pas parce que je suis un Marocain, mais c'est une personnalité qu'on admire tous sur le continent, qui est à la Banque centrale marocaine, qui est monsieur Jouari, qui a pris l'initiative, il a même surpris beaucoup de gens, en diminuant de 25 points de base hier ou avant-hier le prix donc de l'argent. Et ça, c'est une décision à la fois courageuse, mais connaissant la personnalité qui a été un grand ministre de l'économie et des finances et qui est actuellement depuis des dizaines d'années gouverneur de la Banque centrale du Maroc, il faut qu'il y ait dans cette lutte contre l'inflation, surtout l'inflation importée, il faut qu'il y ait des réactions, des mesures réactives qui permettent de contrebalancer cette course vers l'avant de l'inflation et qui est une source d'appauvrissement de la population très importante et qui peut effectivement, pour plusieurs régimes politiques, constituer une menace pour la stabilité du pays. Donc, on arrive au cœur du problème en disant ça, et on arrive à la conclusion que je voudrais faire sur cette question-là, c'est que l'inflation constitue un danger parce que il peut remettre en cause la stabilité économique, politique d'un pays et la stabilité sociale également, bien entendu. Donc, ça reste une menace qui est importée. C'est une menace qui est importée, certes, mais également qui nécessite de la part des autorités de réfléchir à des mesures courageuses pour essayer de contrebalancer les effets négatifs que produit cette inflation importée par le biais de la hausse des prix des matières, les produits de première nécessité, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les soft commodities, tout ce qui sert donc de biens pour la consommation de nos populations. Donc, voilà, comme vous le dites, cher Ali Ben Ahmed, l'État a plusieurs mécanismes actionnés pour juguler cette hausse des prix. Entre autres mécanismes, et vous avez cité le cas du Maroc, la baisse du taux directeur, c'est-à-dire du loyer de l'argent, qui est intervenue. Mais je dois dire que dans beaucoup d'autres pays africains, la situation est plutôt inverse. Nous assistons à une dépréciation, à une très forte dépréciation des monnaies locales, doublée à une hausse des taux directeurs et bien évidemment à une très forte hausse de l'inflation. Donc je me tourne vers Rivo pour lui poser la même question. Cher Rivo, est-ce que l'État peut décréter la baisse des prix? En tout cas, bonjour Adama, bonjour Monsieur Ben Ahmed.
Je dirais que en fait, cette question renvoie un peu à de la, comment dirais-je, et surtout à de la politique. Parce que si l'État ne peut pas faire ça, à quoi sert l'État en fait? C'est ça la question. C'est-à-dire que typiquement aujourd'hui, nous avons assisté ces 30 dernières années au triomphe justement, donc là, cher Adama, donc là quand même, on doit quand même aujourd'hui, j'espère, passer en revue l'idéologie libérale dont toi tu es très fan. Depuis les 30 dernières années, qu'est-ce qu'on assiste? C'est-à-dire qu'on assiste en gros au triomphe du libéralisme. Donc c'est ce qu'on nous a vendu en termes de libéralisme. C'est quoi la pierre angulaire du libéralisme? C'est quoi? C'est la libre fixation de prix. C'est ça en gros, on assiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008, avec la crise de 2008? On sait aujourd'hui que les marchés, les prix fixés par les marchés, ce ne sont pas les libres prix en fait fixés, c'est juste en fait des prix fixés par les banques centrales. Ce sont les banques centrales qui sont venues massivement, jusqu'aujourd'hui, avec la politique de quantitative easing, acheter tout un ensemble d'actifs justement pour maintenir un certain nombre de prix. Autrement, demain, ça serait déjà effondré en fait depuis très longtemps. Donc, pour revenir à ta question, oui, il est fondamental que pour moi, en tout cas, que l'État définisse son rôle. Et le cas du Sénégal, pour moi, c'est un cas d'école parce que nous avons quitté 22 ans exactement de libéralisme. Le nouveau gouvernement qui est arrivé, PASTEF, ils ont annoncé la couleur. Ils ne sont pas libéraux. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne sont pas définis. Panafricanistes de gauche. Voilà. Je ne sais pas si de gauche ou de droite, justement, c'est ça, en fait, pour moi. Ils se définissent comme panafricanistes de gauche. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils se sont définis comme panafricanisme, comme souverainistes, mais justement, ils sont sortis de ce fameux paradigme gauche-droite. Pour moi, je trouve qu'il ne colle pas par rapport à notre écosystème. Bien. Et effectivement, nous arrivons, comme M. Ben Ahmed a dit, il y a deux types d'inflation. Les inflations importées, je pense que c'est ce que nous subissons. Pourquoi on subit? Peut-être, c'est ça aussi, peut-être demain qu'il faut éduquer. Nous avons les matières premières, mais ce n'est pas nous qui fixons les prix. Les prix sont fixés à Chicago, les prix sont fixés à Londres, les prix sont fixés à New York, bref, dans toutes les places boursières, mais sauf en Afrique. Et donc, du coup, nous, on a un problème. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne fait que subir. Donc, pour moi, effectivement, le rôle premier de l'État, désormais, c'est de pouvoir définir un cadre pour soulager sa population. Et Dieu seul sait si la population souffre aujourd'hui. Et ce que je rappelle quand même, c'est quand il y a une inflation, parce que les gens aussi oublient ça, quand il y a une inflation, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les êtres humains qui augmentent les prix en fait. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est descendu du ciel ou qui est par miracle. Non, ce sont les êtres humains qui augmentent le prix. Et à un moment donné, il y a quelqu'un au bout de la chaîne qui décide que pour lui, je sais pas, il y a un coût de logistique que lui ne veut pas supporter, il commence à augmenter. Qu'est-ce qu'il fait le second intermédiaire? Il dit, mais comme il a augmenté le prix, mais moi aussi, en fait, moi, je vais le répercuter au prochain. Et ainsi de suite, jusqu'au bout de la chaîne. Et le bout de la chaîne, c'est qui? C'est nous autres, en tant que consommateurs. Et aujourd'hui, on va bien en Afrique. Je pense que c'est un problème très politique. Le Kenya l'a montré, avec des morts quand même. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que les gens sortent, ils manifestent parce que ils ne veulent pas qu'on augmente. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on augmente? S'ils avaient quelque chose, je trouve Ils qu'ils ne veulent pas qu'on augmente les prix, les taxes. les taxes, oui. Donc, en gros, ils ne veulent pas qu'on... fiscalité. Exact, mais la fiscalité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un produit qui coûtait 100, si vous mettez 19 supplémentaires, le produit va coûter 119. Donc, c'est normal. Les gens, ils disent finalement que le prix, leur salaire, c'est-à-dire que le taux, l'inflation, c'est-à-dire que leur salaire n'est pas indexé par rapport à l'inflation. Donc, eux, ils ont un pouvoir d'achat qui stagne. Vous avez finalement une inflation demain qui augmente. En plus une taxe supplémentaire, mais les gens demain ne s'en sortent plus. Donc, pour répondre à ta question clairement, pour moi, oui, effectivement, c'est le rôle principal de l'État. Est-ce qu'il peut le décréter? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le rôle principal de l'État d'organiser à ce que sa population puisse absorber, puisse amortir, puisse, comment dirais-je, trouver... puisse avoir en fait les moyens, du moins, même je vais dire un mot horrible, de survivre. D'accéder en fait. D'accéder finalement aux minimums vitaux. Donc le débat, il est vieux entre ce que doit faire l'État, entre réguler et intervenir en tant qu'acteur, devenir banquier ou réguler la banque pour que la banque soit accessible, devenir boulanger ou réguler la boulangerie, réguler la farine, fixer les prix ou peut-être plutôt créer les conditions à ce que les prix ne soient pas élevés. Donc le débat est lancé. Et cher Ali Ben Ahmed, d'où vient justement que l'Afrique subisse ces effets de l'inflation importée? Est-ce que par exemple si on prend un prix pratique
Si on prend le sucre, par exemple, le sucre qui est importé en Afrique, comment se passe la formation des prix tout le long de la chaîne logistique des pays d'importation jusqu'au pays de destination? Alors, vous avez, on va prendre l'exemple du sucre. Il est bon. Dans différentes catégories, vous avez des pays majeurs donc qui produisent du sucre. Et parmi ces pays, il y en a un que je connais bien qui est le Brésil. Si vous voulez, le Brésil, même si le prix à la production du sucre en tant que tel a été foudroyant, puis il s'est calmé, puis il repart sur une tendance haussière. Ça, c'est les prix actuels. Je suis sur 2 ou 3 opérations actuellement de sucre et c'est ce qui se passe. Cependant, là où on commence à subir cette inflation importée pour tout le monde, c'est-à-dire que vous avez des éléments d'une exportation de sucre d'un pays vers un autre qui se fait très souvent, dans 95% des cas, par voie maritime. Et c'est là où l'impact de l'inflation a été redoutable et a puni, je dirais, tous les importateurs et les exportateurs. Et on a vu le fret augmenter de façon très très forte et qui a impacté bien sûr parce que quand vous construisez le prix d'une vente de sucre vers le continent, les flux qui sont les plus classiques, le plus important, vous allez partir à $530 la tonne pour du sucre Ikumsa 45 par exemple en spécification et qui est le meilleur des sucres. Vous dites Brésil, je vais faire Brésil Sénégal pour rester dans notre espace géographique d'aujourd'hui et vous allez pas maîtriser le prix de sortie total qui va faire l'objet de la lettre de crédit qui va être émise par la Banque CBAO Sénégal en faveur de Banco do Brasil ou la Banco Santander à Rio de Janeiro, mais vous allez devoir attendre que le prix du fret soit sorti parce que c'est celui qui est le plus impactant dans l'oscillement, si j'ose utiliser ce mot, des prix du marché qui sont pas impactants de façon brutale comme peut l'être le prix du fret. Et le prix du fret, là aussi, je l'expliquais, je crois que c'est avec Adama avant-hier, lui-même, il subit ce qu'on appelle la punition ou la matraque du risque pays. C'est-à-dire, je m'explique, quand vous allez vendre du sucre vers le Sénégal, ça va pas être le même prix que si vous le vendez dans un autre pays. La notion de risque pays, la notion d'infrastructure du pays de réception de ces biens rentre en ligne de compte dans la fixation du prix du fret. Et donc, vous pouvez avoir, ils vont vous dire, bon, on va calculer, ça va être $80 la tonne, $70 la tonne, $50. Mais ils vont vous expliquer que, évidemment, le port de Dakar n'est pas assez bien équipé pour permettre l'absorption des flux de produits qui arrivent au port et pour éviter le paiement des surestaries qui elles-mêmes génèrent des conflits, qui elles-mêmes génèrent des procès, etc., etc. Donc, le cœur du problème, ça reste toujours la fixation du prix par le marché, on va dire ça comme ça. Mais il y a des éléments connexes de cette exportation et le plus important, ça reste le prix et non pas l'assurance. L'assurance, il y a une stabilité, on peut le dire, mais elle-même commence à tenir compte du risque pays et donc on se retrouve devant le même schéma qu'on connaît et qui punit notre continent dans la formation des prix qui lui sont imposés, parce qu'il faut utiliser le mot imposer. Si vous êtes incapable d'importer du sucre pour votre population, vous savez ce qui vous pend au nez. C'est-à-dire que vous êtes en risque pays global, en risque de stabilité, etc. Tous ces éléments-là sont liés. Et tout à l'heure, votre débat un peu sur l'étiquetage politique, droite, gauche, etc. Je vais pas dire m'amuser un petit peu, mais pour moi, il est dépassé. Très honnêtement, l'économique a pris tellement le pas que le politique ne fait que suivre. Bien entendu, les rangées ne sont pas uniques, comme dans certains pays, mais il y a plusieurs rangées, plusieurs tendances, plusieurs appréciations de ce qui se passe dans le monde. On n'a jamais été aussi, aussi
impliqués dans les avantages et les inconvénients de la mondialisation comme on l'est depuis le Covid 2019. Donc, il y a des éléments nouveaux qui sont, les gens parlent de paradigmes. Ce n'est pas des paradigmes, c'est des éléments qu'on n'a pas prévus, on n'a pas pris le temps, ou plutôt le soin, ou plutôt le courage politique de dire attention, il peut nous arriver ce danger, ce danger, ce danger, ce danger. Nos États, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont élus démocratiquement, c'est très bien, c'est des avancées fondamentales. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays-là et qui sont à notre avantage, mais nous restons quand même toujours menacés par l'impact de la mondialisation dans ses mauvais effets, pas dans ses bons effets, dans ses mauvais effets. C'est-à-dire qu'on se retrouve toujours à 70 à 80% des cas, des différents cas, de ce qu'importe l'Afrique en termes d'inflation. On reste très soumis à ce que va dicter le marché d'une part, le marché des marchandises, des biens de consommation, des soft commodities, mais également tous les services annexes pour le transport de ces marchandises. Donc je reviens à ma première idée, c'est que la fixation du prix n'est jamais définitive dans le première étape qu'on construit nous quand on fait les prix dans mes opérations que je fais avec mes amis. Il y a pas on se dit 530, ah super, le sucre a baissé. Mais non, attendez, quand vous aurez in fine le prix du fret, c'est là que vous pouvez vous dire si vous avez avancé ou si les prix ont augmenté ou bien ont stagné ou bien ont baissé. Ils ne baissent que très rarement, je vous rassure tout de suite. Parce que pour qu'un prix baisse, il faut qu'il y ait un événement qui impacte ce prix-là. Et ça ne l'est pas, c'est pas monnaie courante. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, sur ce point-là. Bien reçu. Comme vous le dites, effectivement, les prix fluctuent et les prix de départ ne sont pas forcément les prix d'arrivée. Je pense que là, vous touchez vraiment à quelque chose au cœur du sujet quand vous dites que la longue formation de la chaîne des coûts jusqu'au consommateur final. Et justement, moi, ça me renvoie et je vais interpeller Rivo sur le rôle de l'État. Est-ce que le rôle de l'État n'est pas finalement de restructurer justement cette chaîne logistique depuis le pays d'importation? Je dirais même non seulement de restructurer, mais de créer les services annexes à l'importation de ces biens et services, c'est-à-dire de faire en sorte que l'assurance, le transport soit domicilié dans le pays d'accueil et aussi que le port soit performant, parce que ça aussi, ça rentre dans les prérogatives de l'État. Donc, au lieu d'essayer de se battre contre les prix formés, de baisser la TVA, par exemple, le Sénégal dit qu'ils ont fait en perte de taxes en dépenses fiscales 53 milliards de francs CFA pour donc permettre à ce que ces nouvelles mesures pour la baisse des denrées de base puissent avoir lieu. Donc, est-ce que ce n'est pas peine perdue compte tenu du fait que les donneurs d'ordre sont à l'étranger, les transporteurs qui fixent le fret sont à l'étranger, les services aussi qui entrent dans la formation de ces prix sont à l'étranger et que nos ports qui constituent pour peut-être 50 à 60% la performance même, c'est-à-dire qui constitue pour 50 à 60% le coût de ces opérations. Est-ce que en faisant abstraction de toute cette chaîne et en se focalisant sur la baisse des prix, on n'est pas en train d'attraper la proie pour l'ombre, cher Rivo? Alors, merci pour la question, Adama. Donc, en reprenant les propos de M. Ben Ahmed tout à l'heure, qu'est-ce qu'on constate en gros? On constate tout simplement en gros que ce que nos pays, justement, c'est d'où tout l'enjeu moi je trouve de l'expérimentation du Sénégal. Qu'est-ce qu'on constate? Nos pays sont très vulnérables parce que nos pays sont essentiellement des pays importateurs. C'est-à-dire quand on regarde les balances commerciales du moins de l'ensemble de nos pays, on est systématiquement déficitaire vis-à-vis de l'étranger. Donc forcément, on est beaucoup plus vulnérable par rapport à l'augmentation des prix, par rapport, comme M. Ben Ahmed a dit, par rapport à l'inflation, du moins la flambée des prix, du moins pour le transport maritime, peut-être pour d'autres facteurs. Donc, je trouve justement que c'est très intéressant pour le Sénégal parce que le gouvernement qui vient de mettre en place, il parle de souveraineté économique.
Justement, donc c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose en fait qui ne peut pas être résorbé maintenant. Mais comme je l'ai dit tantôt, le rôle de l'État d'abord, c'est assumer sa souveraineté. C'est-à-dire que si l'État ne peut pas, à quoi sert l'État? C'est-à-dire que si les politiques disent finalement qu'ils ne peuvent pas soulager leur population face à une montée, une flambée, c'est-à-dire des prix, à quoi sert le politique? C'est ça. Donc pour moi, c'est essentiel. Et je trouve que ce que fait le Sénégal, est-ce que l'État peut décréter? Et moi, la réponse est oui. Ça peut paraître paradoxal. Moi, je suis chef d'entreprise. Et la réponse est tout simplement oui. Parce que il y a eu tellement, en Afrique, c'est vrai qu'on a ce côté, ce que j'ai trouvé, ayant vécu, donc faisant partie de la diaspora il y a une dizaine d'années, quand je suis retourné en Afrique, ce que j'ai trouvé en Afrique, en fait, c'est que c'est le continent où le capitalisme, c'est le laboratoire du monde de capitalisme. C'est-à-dire que sans foi ni loi. Quand vous avez en Europe, on prend les exemples du moins des États-Unis, quand les Américains exportent leur agriculture, mais leur agriculture, en fait, est subventionnée. Or qu'en Afrique, c'est quelque chose, en fait, que demain, on nous refuse. Quand nous, finalement, donc, nos agriculteurs, quand on veut exporter, on dit au nom de libre-échange, au nom de libéralisme, on ne peut pas. Bien, ça c'est un. Deux, ce que je veux dire par là, demain, pour répondre à ta question, Adama, c'est que le rôle de l'État, effectivement, je le confirme, le rôle de l'État, c'est de pouvoir décréter, ou du moins définir, en fait, un cadre. Et je trouve justement, c'est-à-dire que ce que le gouvernement du Sénégal fait actuellement, après avoir baissé le prix du pain, en imposé aux meuniers de baisser le prix de la farine, j'appelle ça du moins de mesurette. Il faut aller en plus en profondeur. Pour moi, aller en plus en profondeur, c'est qu'il y a une taxe, la taxe la plus inégale qui soit, qui a été inventée en France dans les années 20. La TVA. Effectivement, la taxe sur la valeur ajoutée. Pourquoi c'est une taxe la plus injuste? Parce que cette taxe la plus injuste, elle frappe tout le monde au même niveau. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, en fait, vous payez la même taxe. Et c'est ces 19% en gros qui amène toute cette flambée. Donc moi, je suis partisan clairement que l'État, comme je dis tout à l'heure par rapport à la théorie que je défends, que l'État, ta question, l'État peut-il décréter finalement la fixation des prix? Et moi, la réponse est oui, en commençant par supprimer la TVA sur tous les produits de première nécessité. Pas à 1%, pas à 2%, supprimer la TVA. Voilà. Alors, supprimer la TVA, cher Ali Ben Ahmed, je reviens vers vous. Moi, je pense personnellement qu'en supprimant la TVA et en laissant nos ports dans l'état où ils sont, c'est-à-dire dans un état de sous-performance absolue, et je vous renvoie au dernier rapport de la Banque mondiale qui est sorti il y a à peine 10 jours et qui montre que les ports africains sont parmi vraiment les ports les moins performants du point de vue logistique. Parce que tout simplement, le transit time, c'est-à-dire le temps de passage de la marchandise au port est très élevé et les surestaries explosent, c'est-à-dire les pénalités de retard imposées justement sont très chères dans les ports africains qui sont donc pratiquement blacklistés. Est-ce qu'en baissant la TVA, en baissant des taxes, sans aborder la question logistique, on peut arriver à un bon résultat, cher Ali Ben Ahmed, à vous? Écoutez, moi, je vais être avec mon ami sénégalais qui vient d'intervenir sur la TVA. La TVA, c'est une diablerie qui a été inventée par les Français et qu'elle a emmené avec elle dans ses campagnes de colonisation. Elle les a laissés là-bas. Elle nous a laissé des petites bombes à retardement. Moi, je ne crois pas du tout, mais alors du tout, qu'en supprimant la TVA, on va régler les problèmes économiques de nos pays respectifs. Tu as cité, Adama, à juste titre, une des solutions qui, pour moi, est importante, c'est les infrastructures. C'est si on doit faire des efforts de réflexion, si on doit faire des efforts de gouvernance, si on doit faire des efforts de planification, si on doit construire sur le moyen et le long terme, il faut s'attacher à construire des infrastructures dans notre continent. C'est le point névralgique. Tu as parlé, Adama, des ports. Moi, je connais l'histoire du port et je te l'ai dit, je crois, la dernière fois, de Tanger Med. Tanger Med était un port au début des années 2000, il me semble, était un port qui a été concurrencé par Al Jazeera, entre autres, en face, qui faisait beaucoup plus de trafic de containers que n'importe quel autre pays autour, en Europe, etc.
Au jour d'aujourd'hui, le résultat, je ne veux pas faire à chaque fois l'éloge de mon pays, j'en suis désolé, ça me gêne un petit peu, mais il y a des points sur lesquels, bien sûr, il faut se féliciter, il y a d'autres points sur lesquels il faut dire non, ça marche pas. Mais celui-là, ça a très bien marché, et je pense que du règne de Mohamed VI au Maroc, il faudra retenir l'exploit du port de Tangemed. Je vais vous dire pourquoi. Tangemed est un port qui commence de plus en plus à concurrencer les ports européens de la Méditerranée très largement. Il y est passé devant. Il est passé devant parce que les efforts ont été soutenus. Les constructeurs autour qui constituent un peu le tissu économique et industriel s'est installé autour de cette ville et de ce port, et donc a crédibilisé son agrandissement et sa démultiplication en termes de plateformes de logistique, par exemple, à tel point que sur plusieurs dossiers que j'ai vus chez Casa Finance City, on a vu plusieurs investisseurs étrangers qui s'installent dans cette place financière s'orienter énormément vers Tangemed et tout ce qui se passe autour, non seulement sur la partie logistique maritime, les nouveaux quais à containers, mais également, comme vous le savez, tout le secteur automobile qui s'est installé autour de cette région-là et qui est redescendu vers Kenitra. Il n'est pas étonnant aujourd'hui que dans les différents classements qu'on retrouve, on va retrouver que le Maroc, alors que le Maroc, c'est pas un gros pays, hein, j'ai visité les 34 ou 35 pays en Afrique, je connais à peu près les économies de ces divers pays, j'ai beaucoup voyagé, et on peut pas dire que le Maroc, c'était, il y a 15-20 ans, un puissant pays économique industriel. Non, ça a changé, et l'un des changements majeurs, ça a été de faire de Tangemed, de ce port-là, c'est très important pour les groupes, parce que c'est une stratégie qui doit liée à comment ça s'appelle, à la taille économique du pays, au nombre d'habitants, s'il est pétrolier, s'il est producteur de pétrole, d'énergie ou pas. Mais encore une fois, je le redis à mon ami qui intervient avec moi, c'est pas en annulant la TVA qu'on va faire un bond en avant. C'est un artifice fiscal qui va peut-être faire baisser les prix, mais je vous garantis, je prends le pari avec vous aujourd'hui, que 6 mois après, les prix vont revenir au même niveau. Parce que c'est le marché qui dicte le prix. Ce n'est pas l'État qui va avec sa TVA, avec ses artifices de réduction, avec les subventions qu'il impose pour limiter la hausse des prix, qui va faire en sorte que le marché va lui obéir. Non, le marché va faire du rattrapage dans les prix. Et c'est ce qu'il fait continuellement. Vous pouvez donner une mesure de subvention d'un côté, et de l'autre côté, il va faire rattraper sur les transports ou bien sur la marchandise en elle-même. À tel point, et ça va plaire à mon ami Adam Awadé, parce que c'est un peu mon sujet préféré, c'est que quand vous voyez les financements qui sont octroyés par la Banque mondiale, par exemple, ou bien toutes les institutions financières qui sont dans ce rôle-là de financement, même notre BAD en Afrique, elle joue pas ce jeu-là, d'accord, mais on voit très bien que dans les prérequis qu'elle établit pour donner ou octroyer un financement à un pays africain ou à une société publique, etc., parmi les points qui sont demandés ou les dictats qui sont posés à ces pays-là, à leur ministre de l'économie et des finances, c'est de leur dire arrêtez les subventions. Les subventions pénalisent les marchés parce que, évidemment, ils faussent le prix. Et donc, ils essayent de dicter de l'extérieur, les institutions financières internationales ne sont pas des généreux donateurs. Ils sont pilotés eux-mêmes et ils dictent également ce que disent les marchés. Les marchés sont très importants dans les politiques internationales au niveau de tous les organismes, on entend parler de tous les organismes, leurs discussions, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est une politique qui existe depuis plusieurs dizaines d'années,
C'est le capitalisme qui est là, c'est le marché qui dicte. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on fait une petite mesurette en essayant, par exemple, d'arrêter les subventions, ou bien de dire, allez, la TVA, on va de 20%, on va la baisser à 5. D'accord, c'est des mesures qui vont avoir un impact immédiat. Mais je peux vous dire que le rattrapage se fait immédiatement. 6 mois, 7 mois après, vous allez retrouver les mêmes prix et votre annonce de réduction de la TVA sera doublement négative. Elle sera négative parce que ses effets ne sont pas à long terme ni à moyen terme même, mais parce que vous allez priver, parce que la TVA, c'est des recettes pour l'État. Si vous lui enlevez la TVA, si vous lui enlevez la TVA comme source de financement indirect ou indirect, comment il va financer les projets des infrastructures? Il va être obligé d'aller vers des institutions financières, il va être obligé de s'endetter un peu plus, et on se trouve dans un cercle. Au lieu qu'il soit vertueux, se retrouve pénalisant, se retrouve, je dirais le mot vicieux n'est pas le bon mot, mais qui va être très pénalisant pour l'État ou pour le gouvernement qui aura décidé de prendre ce genre de mesures. C'est pas des mesures, je dirais, je suis désolé avec mon ami sénégalais, mais les Français, on en discutait longtemps dans les débats politiques. Alors, c'est bien entendu, donc des mesures doublement négatives, et automatiquement, il y a M. Rivot qui voudrait répondre. Je lui redonne la parole Bien avant sûr. de venir à la dernière partie du débat, c'est-à-dire quelles solutions concrètes mettre en place. Donc, Rivot, allez-y. En fait, peut-être je précise mon propos. Je ne dis pas que le fait de supprimer la TVA nous permettrait du moins de régler tout le problème. Si ça a été aussi simple, tout le monde l'aurait fait. Je dis juste, en fait, Bien c'est sûr. une des mesures. C'est-à-dire que le propos, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes quand même, moi je lève un peu plus peut-être le débat justement sur le marché. Nous sommes sur un système, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui suivent le marché financier, il n'y a plus un prix qui est fixé par le marché. Ça n'existe plus. Ce sont les banques centrales qui fixent du moins le prix. La BCE et la Fed, point bas. Et la banque du moins de Bank of England. C'est juste ça. Il n'y a plus de prix sur le marché. Pourquoi? Parce que ce sont ces banques-là qui, les 10 ou 15 dernières années, ont formé la politique de quantitative easing. La politique de quantitative easing, c'est quoi? C'est que, planche à billets, on imprime les billets pour acheter les actifs des entreprises. Avec quoi comme conséquence aujourd'hui? Nous avons beaucoup d'entreprises zombies. Là, aujourd'hui, avec le resserrement des taux, c'est-à-dire que le fait que la Fed et la Banque Centrale Européenne ont augmenté leurs taux, vous avez beaucoup d'entreprises. En fait, aujourd'hui, on entend beaucoup d'entreprises, du moins qui partent en faillite. Donc, ce que je dis juste, en fait, c'est que arrêtons dans cette illusion comme quoi c'est le marché du moins qui fixe le prix. Le marché ne fixe plus rien du tout. Bien. Maintenant, je suis d'accord avec M. Ben Ahmed quand il dit effectivement, oui, mais si on supprime une taxe, comment on va faire pour se financer? Mais justement, tout l'enjeu, c'est-à-dire que quelles sont les réformes que nos États en fait s'imposent à elles-mêmes? Nous votons systématiquement des budgets déficitaires. C'est-à-dire que tous nos États votent des budgets déficitaires, c'est-à-dire que les dépenses dépassent largement la recette. Et où est-ce qu'il y a un problème? On sait tous, c'est sur la masse salariale. Et donc, tant qu'on n'attaquera pas à ce problème-là, il va y avoir un souci. Donc forcément, quand on va baisser la TVA, on va supprimer la TVA, il va manquer des recettes pour l'État, mais il faut que l'État, en fait, puisse aussi s'organiser. Et comme tu dis, Adama, par rapport au port, là, tu as invoqué au port, ça c'est le problème d'investissement. Quand on regarde la construction de la plupart de tous les budgets de nos États, les dépenses fonctionnelles dépassent largement finalement la capacité de nos États finalement à investir, parce que les dépenses autour, c'est-à-dire que les dépenses publiques, du moins de la fonction publique, avec tous les privilèges, avec tous les avantages finalement que la fonction publique a, pour un service public d'ailleurs qui n'existe quasiment pas, et pour moi est vraiment disproportionné par rapport à l'argent en fait du moins qu'on injecte. Donc moi j'appelle au-delà de ça, c'est-à-dire que je suis pour la souveraineté économique, c'est-à-dire qu'il est temps finalement justement qu'on puisse moins dépendre justement de cette inflation importée, c'est-à-dire que nos économies doivent produire ce dont elles ont besoin, elles doivent consommer finalement localement ce dont elles ont besoin. Ça c'est un. Est-ce que ça se fait en 2 ans, ça se fait en 3 ans? Non, ça se fait sur une décennie. Et je suis très content par exemple d'entendre M. Ben Ahmed dire effectivement le port de Tanger-Med. Nous souvent on parle chaque fois de port de Singapour, des choses hyper loin. Voilà un exemple. Port autonome de Dakar. Comment faire finalement pour s'inspirer par exemple de ces exemples typiquement africains pour qu'on puisse avancer. Donc moi ce que je dis c'est que il faut que l'État, pour moi c'est vraiment très politique.
très politique. Justement, l'économie ne doit pas prendre le pas sur le politique parce que c'est le politique qui était élu par le peuple. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on élise des personnes et que ce sont ces personnes-là, en fait, ils sont complètement paralysés, ils ne peuvent rien faire et que c'est des personnes derrière qui tirent les ficelles parce qu'ils ont plus d'argent, de moins qu'ils imposent. Elon Musk, tous ces gens-là, ils ont été élus par qui? Ils ont été élus par qui? C'est ça en fait, la question de la démocratie. Ben justement, mais le marché c'est qui? Le marché c'est nous. Donc moi je suis partisan que les États doivent reprendre la main. L'État doit reprendre la main. Est-ce que l'État doit décréter, une fois encore pour revenir à ta question, est-ce que l'État doit décréter la fixation du prix? Pour moi la réponse est oui. Et encore aller plus loin, l'État doit mettre en place le cadre justement pour cela. Parce que c'est l'anarchie. C'est vraiment l'anarchie. Il n'y a que des spéculations. Et nous autres, en Afrique, paradoxalement, c'est le pays, soi-disant, le continent le plus fragile, mais c'est nous qui en subissons plus les conséquences parce que partout ailleurs, ils ont tous, finalement, ils ont mis en place qu'on appelle ça là, des garde-fous aux États-Unis en termes de prix. Ils ont mis en place une loi qui s'appelle la loi antitrust. Quand une entreprise est tellement puissante qu'ils imposent la volonté de prix à tout un marché, ils disent on doit casser en fait du moins le monopole. C'est ça en fait. Donc, c'est quelque chose de moins qui existe. Effectivement, en fait, ce que vous dites, cher Rivos, c'est que la libre concurrence doit être régulée. L'État doit jouer son rôle de régulateur. Effectivement. Doit essayer de veiller à ce qu'il y ait une saine concurrence pour qu'on évolue vers des prix d'équilibre. Effectivement. Justement, je viens là à la dernière partie de notre débat. C'est comment faire pour que l'Afrique, justement, sorte de cette spirale haussière. Est-ce qu'il faut encourager la production locale? Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. Il faut qu'il y ait une production agricole suffisante. Il faut que l'Afrique, comme disait le président de la BAD, Akinwumi Adesina, il faut que l'Afrique nourrisse l'Afrique. D'ailleurs, à juste titre, la Banque africaine de développement dit que chaque année, l'Afrique dépense entre 40 et 50 milliards de dollars à importer des produits alimentaires. Donc, mon cher Ali Benhamed, vous êtes avec nous. J'ai omis de parler de la banque pour ne pas vous fâcher, de dire les pricing que les banques appliquent sur les économies africaines, qui sont aussi très élevés et qui participent de cette spirale haussière, pour venir directement vous dire, si on voulait, dans des pays comme le Sénégal, ou bien moi je préfère les grands ensembles, la CEDEAO, faire une production locale de riz, puisque la CEDEAO, c'est l'un des plus grands importateurs de riz au monde. Si on devait formaliser une production locale de riz, quel serait le rôle de l'État et comment cette expérience pourrait-elle être bénéfique? Alors, je vais essayer de te prendre en contre-pied. Je vais parler de la banque quand même, parce que même si c'est le milieu où j'ai exercé mes fonctions durant des dizaines d'années, en Afrique, on a besoin, tu vas retenir ça comme slogan de la Réunion, on a besoin d'indépendance. Monsieur, j'ai pas retenu son nom, mon ami qui débat avec moi, il a parlé de souveraineté. Et ça, je trouve que c'est très juste. Parce que on peut dire ce que l'on veut de la situation actuelle du continent africain. On dit toujours, quand on commence à exposer quelque chose sur l'Afrique, que c'est un pays, c'est un continent qui a probablement le plus gros potentiel de développement. Il a un potentiel de développement d'ailleurs parce qu'il est sous-développé. Donc il ne peut que se développer. C'est pour ça qu'on parle de potentiel, mais ça veut rien dire, c'est de la poudre aux yeux. On dit le potentiel, mais un potentiel n'a de sens que s'il se dirige ou il s'oriente vers un développement durable, vers un développement qui s'assume et également, in fine, comme disait mon ami sur le plateau, vers une souveraineté réelle. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate encore jusqu'à aujourd'hui que l'Afrique dépend de tous les autres continents, dépend de son alimentation, de la consommation de sa population, des biens de consommation de sa population, ne développe insuffisamment ses infrastructures industrielles et garde, si vous voulez, dans son potentiel, pour reprendre le mot potentiel, notamment dans l'agriculture. Vous avez en Afrique 60 millions d'hectares de terres arables, de terres cultivables qui sont pas exploitées. Le besoin numéro un, Adama l'a dit à l'instant, c'est que l'un des premiers contre-feux que devrait allumer l'Afrique pour ne pas dépendre des autres pays en termes d'approvisionnement,
en biens de consommation pour sa population, c'est de développer pas des marchés locaux, le marché local ou des choses comme ça. Il faut développer l'agriculture, il faut travailler sa propre terre. Et à partir de là, c'est une première étape. Deuxième étape, puisque c'est la troisième partie de ton questionnaire, cher Adama, deuxième étape, et elle est en cours de réalisation, mais je suis partagé, j'attends plus de résultats, c'est la ZLECA. C'est l'intégration régionale. C'est une clé majeure qui peut sortir l'Afrique de sa dépendance et qui peut nous aider à acquérir. C'est pas en restant dans nos frontières, chacun de son côté, dans ce continent, mais c'est en baissant ses frontières, en s'ouvrant aux autres, en créant une interdépendance économique, en créant des besoins, en faisant des projets d'infrastructures communs, qu'on pourra sortir ce continent de son état de développement actuel. Donc, très important de dire que le fait qu'il y ait l'intégration régionale est un moteur essentiel pour ce continent. Pourquoi? Parce que c'est le seul moteur, avec tous les avantages qu'il génère, qui peut nous amener à passer à une étape de pays en voie de développement, ou même certains d'entre eux malheureusement encore en sous-développement, vers des pays émergents. Il faut regarder ce qui se fait en Amérique latine, en Asie, etc. pour s'en inspirer. Nous avons une ZLECA qui a pour objectif d'abaisser les frontières, d'abaisser les droits de douane, d'abaisser tout ça pour permettre le commerce interafricain qui, je vous le dis très honnêtement, il est ce qu'il est, mais il est largement inférieur aux ambitions qu'on se fixe en termes de souveraineté économique ou d'indépendance économique. Donc, l'intégration régionale est un pavé, c'est comme si, on va parler pâtisserie et gâteau, c'est un étage d'un gâteau, et qu'il est important qu'il soit bien nourri, qu'il soit bien pensé pour se tenir toute la charge qui va venir de tous les étages du gâteau au-dessus. Donc très important à ce que cette ZLECA, ce projet de ZLECA, mes amis d'Afrique Développement aujourd'hui dans le forum, le 7e édition du forum, sont en train de débattre de ce sujet-là, en invitant les gens de la ZLECA à venir un peu déployer quel est le calendrier, parce que moi, là où je vous disais au début, que j'étais un peu inquiet, c'est qu'on n'a aucune idée du calendrier. On n'a aucune idée de l'intégration en elle-même, pays par pays, où ça en est, pour qu'on puisse mesurer et les retards et les avancées et pouvoir piloter au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO et de tous les organismes politiques et économiques, de pouvoir piloter. Je pense que c'est le projet du siècle pour ce continent-là. Si on le réussit, l'Afrique réussira son envol, son décollage, on va dire, ou bien son parcours. Pour être un peu plus modeste. Mais si elle le rate, on est parti pour aller, je vais utiliser le mot, il est fort, pour le maintien dans une situation de néocolonialisme, et il faut surtout oublier de parler de souveraineté dans ce cas-là. Parce que le monde industriel, dans sa quasi-totalité, ne fait aucun cadeau à l'Afrique. Mon ami sur le plateau a parlé des États-Unis. Quand ils veulent imposer quelque chose, ils l'imposent aux autres. Ça ne s'impose jamais à eux. Pourquoi? Parce que économiquement, c'est les plus puissants. Je suis désolé de le dire, mais le poids de l'économique impacte toujours le politique. Le politique, c'est quelque chose d'important, je ne dis pas le contraire, mais si on se muscle pas au niveau de notre continent, au niveau de nos institutions, au niveau de nos projets, au niveau de nos infrastructures, c'est majeur, on parlait des ports, l'infrastructure portuaire, il y a des pays tout le long de l'Atlantique qui sont des pays très importants. Donc ils doivent tirer profit de ce positionnement maritime, atlantique, pour en faire des projets importants. Dieu merci, des pays comme le Sénégal et la Mauritanie sont en train peut-être de sortir un peu et de nous sortir un peu une force nouvelle en étant des pays producteurs d'énergie, et ça va permettre à toute cette côte ouest de pouvoir lancer des projets de développement comme celui que je salue du pipeline entre le Nigeria et le Maroc. Ça, c'est des projets qu'il faut démultiplier pour sortir notre continent un peu de ces menaces qui sont dessus, qui sont sur nos têtes,
des menaces, elles sont pas simplement économiques, elles sont politiques, elles sont de tout ordre. Donc, il faut tout faire en sorte pour que disons, ce socle politique dont je dis qu'il est le plus important soit également le plus fort et le plus musclé pour résister à toutes les menaces. Et les menaces, elles sont d'ordre alimentaire, elles sont d'ordre climatique, elles sont d'ordre terroriste, elles sont d'ordre de déstabilisation, plutôt pour utiliser un mot plus juste. Et c'est cette direction-là qui, à mon avis, en encourageant les projets de délocalisation des industries, de développement de l'agriculture, d'intégration régionale. On a tellement d'atouts économiques dans l'agriculture ou dans l'industrie qu'on peut développer ensemble entre plusieurs pays, de faire en sorte que des projets soient partagés régionalement et non pas simplement pays par pays, isolés, et cela menace du plus puissant. Je finirai par le système bancaire. Adama, je ne peux pas m'en empêcher. Donc c'est la clé, l'une des clés. Je dirais pas la clé, parce que les projets de financement passent par les banques, comme vous le savez tous, par les institutions financières. Mais je constate avec beaucoup de satisfaction que ce secteur-là commence à se réveiller. On voit l'émergence de nouveaux groupes bancaires importants. Je veux parler de nos amis du président Nasser, Coris Banque Internationale, qui commence à devenir, avec une présence dans 11 pays, qui commence à devenir une banque régionale de bonne taille et qui est en train de passer dans les prochaines années, je l'espère, qui est en train de passer cette phase critique, cette taille critique pour devenir des banques ou des institutions financières un peu plus visibles au niveau international. C'est très important. C'est avec ça qu'on peut attirer les investisseurs. Ce n'est pas en restant blotti dans notre petite maison. Donc, il faut s'ouvrir à ce monde financier, à ce monde des investissements pour permettre de les attirer vers l'Afrique et de leur permettre à ces investissements de se fixer sur notre continent pour participer à son développement, parce que ça reste, quoi qu'on puisse dire, le nerf de la guerre, et il faut organiser ces groupes bancaires africains, typiquement africains, d'origine africaine, qui ont pris la place de beaucoup de banques européennes qui sont sorties du continent et qui commencent à s'agrandir, mais il faut que le développement de l'Afrique et de leur continent soit au centre de leurs préoccupations pour qu'ils remplissent leur rôle et qu'ils réussissent également dans leur développement eux-mêmes, et de devenir des banques internationales qui puissent attirer des investissements pour ce pays, pour ce continent qui nous tient tant à cœur. D'accord, Président Ben Ahmed, je pense que c'est très clair. Nous n'avons pas en tout cas d'autre choix que de développer, de transformer notre potentiel, d'aller vers la ZLECA, la zone de libre-échange continentale. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un flou sur l'agenda. Je pense que les négociateurs butent aujourd'hui sur la fameuse question des règles d'origine, avec plein d'interrogations sur le fait, est-ce que, et ça je pense c'est l'Égypte qui refuserait que par exemple des voitures made in Morocco puissent être exportées chez elles, puisque en leur déniant leur marocanité. Et je pense aussi que dans d'autres pays africains, entre le Bénin et le Nigeria, il y a des questions sur les règles d'origine qui se posent, mais aussi il y a d'autres règles comme les clauses de nation la plus favorisée, qui ont été signées par une pléthore de pays avec les pays européens. Donc, il y aura une déconstruction de l'arsenal juridico-commercial à faire, à prévoir, pour que l'Afrique enfin retrouve son unité, puisque la balkanisation, elle est par exemple au niveau des APE, au niveau de pas mal de statuts, de pas mal de groupes que les Européens et les Américains ont signés, l'AGOA entre autres. Donc il y a du boulot, et je pense que c'est la volonté politique qui en viendrait vraiment, qui viendrait à bout de cela. Je me tourne vers Rivo pour lui poser une question, puisque ce sera peut-être sur ces questions que nous allons clôturer le débat. C'est de lui dire, est-ce que compte tenu de tout ce qu'on a développé ici, il est encore d'accord que l'État
doit décréter la baisse des prix ou bien peut-être décréter l'augmentation de la production, l'amélioration de l'environnement des affaires, l'incitation des investisseurs et des opérateurs privés, l'encouragement des PME, l'encouragement donc de la production nationale. Oui, effectivement, Adama, je confirme. C'est-à-dire que on assiste, de plus en plus, le rôle justement, le retour de l'État, même en Europe, quand vous regardez en Occident, il y a. Mais de quel État? L'État actionnaire, l'État planificateur, justement, c'est-à-dire que les 30 dernières années où le libéralisme a été vendu comme comme la panacée, comme le néolibéralisme, le libéralisme comme le néolibéralisme, c'est la même chose pour moi en tout cas. Comme solution en fait à tous nos problèmes. Mais il s'avère quoi? Quand vous regardez bien en Europe, aujourd'hui les tendances c'est quoi? La France bientôt rentre en élection, c'est quoi? C'est vraiment pour retrouver, c'est-à-dire que les Français demandent à ce qu'ils puissent retrouver leur souveraineté. Quand vous regardez aux États-Unis aujourd'hui le débat entre Biden et puis Trump, c'est autour de ces questions-là. Donc je trouve que pendant très longtemps, le fait de juste dire à l'État devrait juste en fait jouer le rôle du moins le minimum possible et laisser faire le marché parce que le marché a toute la solution. On a vu les dégâts. Donc je confirme, l'État doit revenir au premier ordre et j'insiste, je sais que peut-être M. Ben Ahmed tout à l'heure avait dit qu'effectivement que l'économie a pris le pas, mais justement l'économie ne doit pas prendre le pas. L'économie ne doit pas prendre le pas une fois encore. C'est-à-dire que si nous sommes des États démocratiques, si je vous élis, c'est pour un programme. Et il est hors de question qu'un groupe de personnes, je ne sais pas, tapis dans l'ombre, puisse dicter en fait à la volonté populaire, à la volonté majoritaire, du moins des personnes, la politique à suivre. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand nous, on élit les présidents, en fait, on élit un président juste de manière, comment dirais-je, de manière factice, mais les vrais détenteurs de pouvoir, du moins, ne sont pas eux. Et ça, pour moi, ça ne devrait plus l'être. Donc, oui, clairement, l'État doit retrouver son rôle en tant que souverain, en tant que décideur, en tant que celui qui fixe les cadres. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et je trouve que justement que tous les organismes ou les organisations qui existent ailleurs, tout à l'heure, tu avais évoqué la libre concurrence. Chez nous, on n'a pas d'organisme en fait de moins qui fixe. Regardez bien, tout le monde a les mêmes prix. Regardez par exemple les stations-service. Est-ce que c'est normal? Nous avons des commissions, des conseils pour la concurrence, mais peut-être qu'ils ne sont pas très actifs. Mais est-ce que c'est normal que vous avez, je sais pas, 15 peut-être c'est beaucoup, 5 ou 6 ou 7 marques différentes de stations-service, mais vous avez le même prix? Mais là c'est des prix homologués par l'État. Oui, mais justement. C'est des prix homologués parce que l'État aussi intervient dans certains nombres de secteurs stratégiques en subventionnant, comme c'est le cas par exemple pour de l'énergie. J'ai dit juste cet exemple-là. On peut citer d'autres exemples encore, c'est-à-dire qu'il y a il y a une entente entre industriels, entre commerçants, pour fixer un prix. Tout ça devrait être régulé. Et donc ça, c'est le rôle de l'État pour moi. Donc l'État doit revenir. L'État doit être souverain, l'État doit finalement soulager sa population, j'insiste encore, c'est très politique, parce que sinon, à quoi sert en fait demain de faire tout ça? Alors, l'État doit revenir, l'État doit être souverain. Alors, Ali Ben Ahmed, votre dernier mot, justement, c'est cette dualité entre un État arbitre, avec le sifflet à la bouche, qui puisse donc siffler les fautes et puis sanctionner s'il y a lieu, ou bien même récompenser aussi dans l'autre sens, ou bien l'État qui est à la fois acteur et joueur, qui peut donc venir concurrencer le privé, par exemple être banquier, par exemple être opérateur économique. Fixer son enveloppe souveraine. Moi, je dirais que la souveraineté, c'est vraiment la bonne régulation, c'est l'extrême régulation, l'efficience dans la régulation pour qu'on s'oriente justement vers des prix d'équilibre, vers des prix où tous les agents économiques auront la banane. À vous, Ali. Oui, c'est très difficile, hein, les expériences sont multiples. Notre histoire nous le rappelle souvent, depuis au moins 50-60 ans sur public, privé. Le rôle de l'État, c'est très important. Mais quoi vous dire sinon que pour moi, l'État, là où il excelle le plus, et on le voit dans différents projets importants, c'est quand il fait
quand il est à l'origine des partenariats publics-privés. C'est ce qui marche le mieux dans les différents financements. On arrive à marier, si vous voulez, peut-être la rigueur de l'État et l'esprit d'entreprise du privé. Et quand vous mariez les deux, souvent, ça donne de très, très bons résultats. Mais, disons, donner à l'État plus de rôle qu'il en a déjà et qu'il peut exercer, c'est rentrer peut-être dans un tunnel plus que de rentrer dans un espace ouvert. L'État a toujours tendance, et c'est sa propre nature qui fait qu'il est comme ça, c'est un débat philosophique, il ne peut pas se priver de son instrument de régulation. S'il ne régule pas, il n'est pas content, il dit l'État ne remplit pas son rôle. C'est un débat philosophique, Monsieur Hugo, peut-être, mais il faut trop d'État tue l'État. Trop d'État tue l'État. Voilà un peu la formule qui vient de me sortir de la tête. Il faut un équilibre et c'est pas facile. Et moi, vous savez à quoi je pense, je vous assure, c'est pas une idée qui me tombe en l'air, mais elle m'est revenue souvent, c'est que les États ne sont performants ou ne sont des organes de souveraineté que quand ils sont menés par des personnalités très très fortes. On en a en Afrique, on a eu Senghor en Afrique, là vous allez au Houphouët-Boigny, tous les grands hommes, je ne sais pas si on peut dire ça, ou les grands hommes d'État africains sont souvent de très fortes personnalités et c'est très souvent ça revient vers ces gens-là pour fixer les bonnes orientations et éviter les abus. Donc et c'est là où les pays ont soit de la chance, soit en ont pas. Alors n'en ont pas. Soit ils ont un chef d'État qui va être un chef d'État, ce qu'on appelle communément éclairé, et qui va avoir la bonne décision, ou qui va être bien entouré, ou qui va être bien élu confortablement, ou bien qui dispose d'organes de gouvernance suffisamment performants eux-mêmes dans leur travail au quotidien et dans leur relation avec les gens qu'ils représentent. Mais c'est un débat, il n'est pas carré, je veux dire, il n'est pas plus d'État, moins d'État. D'un pays à un autre, il y a des spécificités particulières, surtout dans notre continent. Mais moi, ceux auxquels je crois, je vais revenir à la deuxième partie, je suis désolé Adama, mais moi je suis certain qu'on voit l'histoire de l'Europe, de l'Union européenne. Tout à l'heure, je crois que c'est Hugo qui citait un exemple où un État refusait une régulation d'un autre État ou une proposition par la Commission, etc. L'intégration de l'Europe leur a fait bondir 20 ans en avant. Ils sont passés d'une grappe de pays qui sort d'une guerre avec des pays voisins, l'Allemagne et la France, au centre de cette guerre mondiale qui a tué des millions de personnes, et ils se sont redressés pour en tirer un peu le vrai sens de la souveraineté économique, politique, etc., ce qu'on disait tout au début en introduction. Mais c'est ça que l'Afrique devrait regarder quand la ZLECA se met à travailler et qu'elle est dans des discussions interpays pour dire moi je veux ça, moi je ne veux pas ça. On va encore passer beaucoup d'années comme ça, mais on va perdre aussi beaucoup d'années comme ça. S'il n'y a pas une appréciation un peu collective de ce que doit être la souveraineté en Afrique pour acquérir notre indépendance, pour aller vers plus d'indépendance aussi, énergétique, d'indépendance intellectuelle, financière, etc., de tout ce que vous voulez. L'histoire de l'Afrique a en elle les graines d'un développement particulier et très fort et bien ancré. Donc avec ces dispositions-là et avec ces arguments-là, je pense qu'il ne faut pas essayer de copier ce que font les autres. L'Afrique a sa propre culture, a sa propre façon de gérer les conflits. D'ailleurs, on l'a vu, les exemples sont multiples. On a une façon de vivre collectivement qui est différente d'autres continents. Donc c'est là-dedans qu'il faut aller chercher avec un instrument. Il faut un instrument, il faut un cadre. La ZLECA en est un pour orienter les politiques de développement là où elles doivent aller, c'est-à-dire
en faveur des populations d'abord, parce que c'est elles qui souffrent le plus. Désolé. Président Ali Ben Ahmed, merci. Je pense que le message est passé. L'AZLECA, c'est l'objectif, c'est le moyen, c'est la priorité. Je pense que Rivo, il n'y a rien à dire sur cette belle conclusion qui met terme à notre débat, qui n'est pas finalement tranché entre le rôle de l'État, la fixation des prix, la régulation. Je vous renvoie donc à notre prochain débat, ici même sur Financial Afrique. Et merci, chers internautes, d'avoir été des nôtres. Merci d'être toutes les semaines encore plus nombreux à commenter, à nous soutenir. Et nous vous disons à bientôt pour le prochain grand débat de Financial Afrique. Merci.